Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. They're coming to get you, Barbara. Johnny, stop it! You're acting like a child! Ok, c'est parti, podcastou. Lance la machine, c'est bon. Tiens, va pédaler là, on manque de jus. Puis le générateur... Non, je t'ai dit, le générateur, ça fait trop de bruit. Allô, vous me recevez ? Salut les survivants, bienvenue dans Zombie or Not Zombie. Vous écoutez bien sur onde courte ou en replay dans ce qui reste de l'internet, notre émission avec Podcastou, Danny et Bob. Bon, Bob, il va pas beaucoup parler parce que c'est un zombie. Nous sommes là à votre écoute. Quoi ? Oui, non mais... Oui, présentement, c'est vous qui nous écoutez, là. Ce que je veux dire, Podcastou, c'est que nos auditeurs peuvent réagir et même participer à notre émission sur la culture Z. Allez, va, pédaler là. Alors, aujourd'hui, nous aurons de la musique de film, des souvenirs, un film coréen adorable, et peut-être, qui sait, un scoop de Miss Taniguchi. Peut-être un vaccin. Mais avant tout, un édito sur une partie étrange du phénomène Z, l'appropriation juvénile. La culture Z s'est formidablement répandue depuis la fin des années 60. Insidieusement d'abord à travers le cinéma, dont des films à petit budget qui suivent une mode qui s'éteindra quelque peu avant la fin des années 80. Pendant une petite dizaine d'années, seules quelques productions ont maintenu la flamme vacillante de ce phénomène de pop culture. Notamment l'excellent remake de La Nuit des Morts Vivants par Tom Savini, le fameux magicien des effets spéciaux, acteur à ses heures aussi, il a joué Sex Machine dans Une Nuit en Enfer, mais aussi dans Django Unchained, Les Zombies de Romero, ou plus récemment dans la série Lock and Key sur Netflix. Mais on reviendra dans de prochains numéros sur les carrières et personnalités des légendes du genre. Il faut mettre en lumière le travail de ces sacrés faiseurs d'effets spéciaux parce qu'ils sont essentiels à notre sujet. Alors, donc, tiens, Podcastou, descendre la bicyclette, donne-moi le script. Je sais plus où j'en suis, il faut vraiment que je lise ce que... Non, je ne prends pas mon troll pour un larbin, non, parce que pendant que je vous parle, je tiens l'antenne pour diffuser. Merci, vas-y, retourne pédaler, je te dis, ok. Au début des années 2000, les Z redébarquent sous la forme des infectés de Danny Boyle, en 2002 pour être plus précis, et 2 ans plus tard, oui, 2004, vous savez bien compter, c'est bien, je suis fier de vous. Shaun of the Dead et l'Armée des Morts enfoncent le clou. Le succès du comics The Walking Dead dès 2003 apportera sa pierre, mais le jeu vidéo n'est pas en reste, car en 1986 déjà, le jeu Amstrad CPC Zombie reprend la trame du deuxième film de Romero et sera suivi brillamment de la fameuse saga Resident Evil en 96. Ça fera les beaux jours de la première PlayStation et de la Sega Saturn. La vaguelette se fera tsunami avec le succès inattendu de la série télé Walking Dead sur AMC en octobre 2010. Le public était mûr pour l'invasion. Donc je vous ai promis d'aborder un pan plutôt étonnant de l'assimilation culturelle de ce genre horrifique, et ceci par l'industrie du divertissement enfantin. Oui, ce dossier concerne les enfants qui aiment avoir peur. La figure de la créature affamée apparaît sous forme de momie comique assez souvent dans les dessins animés, notamment dans Scooby-Doo, Dana et Barbara dès les années 70. Plus particulièrement, je fais des recherches, dans l'épisode 12 de la première saison. Puis carrément plus nommément et plus au premier plan en 76 dans la saison 1 du Scooby-Doo Show dans l'épisode 8 et 9, qui ont été titrés Le Zombie sans visage et Zombie Attitude. En 1998, c'est carrément sur l'île aux zombies, dans les marais de Louisiane, que le Scooby Gang va pêcher l'aventure. La graine était semée dans nos petites têtes. Depuis, ce type de monstre, sans être aussi présent que les autres figures de proue des cauchemars infantiles comme le vampire ou le dentiste, s'installe progressivement. En 2009,
le jeu multiplateforme Plants vs Zombies permet de mener le combat contre les cérébrophages pestilentiels à l'aide de plantes plutôt efficaces qui crachent des pois catapultes, des choux, des courges et même des melons. Les champignons se joignent avec joie et sport explosif aux homériques batailles bon enfant sur les smartphones et les consoles. Du côté des livres, quelle n'a pas été ma surprise en préparant cette chronique de découvrir que des grands-parents offraient à leurs petits-enfants le livre enquête « Échappe-toi, les zombies ». Si, j'ai vérifié dans les commentaires. Eh ouais, le picht. Je dis le picht parce que podcast aussi je dis le pitch. Après, il va me réclamer des brioches au chocolat. J'arrive pas à lui faire comprendre. Bon, alors le picht, le synopsis, les zombies t'ont coincé dans le laboratoire et courent après toi. Tu n'as plus le choix. Cherche les indices, découvre les bonnes molécules et trouve l'antidote qui te libérera de cette invasion. Alors les auteurs, c'est monsieur ou madame Millot et Desbat. Voilà, ça coûtait à une époque 16,90 €. Bon, je pense que pour 2 boîtes de haricots, ça devrait aller, hein, vous pourrez faire du troc. On citera également le très utile « Comment ratatiner les zombies » de Catherine Leblanc et Roland Garrigue. Eh oui, c'est sûrement très utile en cette période de belle apocalypse zombie. Également, le petit vampire de Johan Sfar a de nouveaux camarades de jeu dans un plutôt fun zombie du CM2 de Howard Whitehouse. Et du coup, on n'hésite pas sur la couverture à montrer un pied sectionné sanguinolent, digne de l'affiche Street Trash, pour ceux qui s'en souviennent, vous voyez. On va faire confiance à Howard Whitehouse, qui vient du monde éducatif, pourvu quand même que Ségolène Royal ne passe pas par là, et pourrait nous refaire un syndrome de Ken le survivant. Disney n'a pas voulu être en reste d'ailleurs, et en 2018, un long métrage zombie, haut en couleur et en chanson a ravi nos marmots et marmottes. Oui, une énième adaptation de Roméo et Juliette. Ils se sont régalés également aussi de sa suite. Alors attention, Zombie 2. Eh oui, on risque pas le claquage artistique chez Mic. Je vous conseille en outre The Last Kid on Earth sur Netflix, qui est pas mal. En plus, Netflix, il continue, je sais pas comment ils font. Et le très étrange, mais assez mignon, assez proche de l'esprit petit vampire, Zombie Dumb, qui est aussi chez Netflix, mais aussi gratuitement sur YouTube. Alors, vous pensez qu'on a touché le fond en récupération ? Eh ben non. Voici pour compléter cet exposé une comptine a priori pour les petits, histoire de les mitridatiser aux ripailles sauvages de nos proches réanimés, probablement. Papa zombie, où es-tu ? Je suis là, comment vas-tu ? Maman zombie, où es-tu ? Je suis là, comment vas-tu ? Sœur zombie, où es-tu ? Je suis là, comment vas-tu ? Bébé zombie, où es-tu ? Je suis là, comment vas-tu ? Folle famille zombie, où êtes-vous ? Nous voilà, comment vas-tu ? Hein, c'est pas tant, hein. Alors, si les programmes adultes disparaissent, ceux qui ne sont quand même pas près d'arriver, la légende se perpétuerait grâce à nos petits héritiers. Plutôt que de gloser sur l'explication psychologique de l'attirance des enfants pour les terreurs des adultes, j'ai déniché quelques citations des principaux intéressés sur le site môme.net. Je cite. « Ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est que le héros doit affronter sa peur et la surmonter pour s'en sortir. Cela fait réfléchir à notre manière de nous comporter dans la vie tous les jours. » C'était Léa. C'est Mimi, hein, et plutôt lucide. Un autre. « J'adore les films d'horreur, je les regarde depuis que j'ai 3 ans.
Aujourd'hui, j'en ai 12 et je n'ai pas encore éventré quelqu'un. Mes films préférés sont les Italiens, genre Argento et Fulci. J'adore d'ailleurs Phénoména. Alors là, c'était Léo, mais lui, il me fout les jetons. Allez, un autre. Bonjour. Je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre les films d'horreur. Chacun a le droit d'apprécier ce qu'il veut tant que ça ne dérange personne. C'est une question de liberté. Ah, ça c'était Anaïs. Je vote pour toi. En plus, tu portes le prénom de ma maman. Les films d'horreur foutent la trouille aux trouillards. Moi, j'adore les films d'horreur. Là, c'était Ismaël. Plutôt bravache, celui-ci. Encore ? Vous en voulez encore ? J'en ai 2. Allez, je les mets. Moi, je suis un grand fan de films d'horreur. Malheureusement, trop de fiction se ressemblent et utilisent les mêmes ficelles. Dommage. Agathe. Je crois que tout est dit, ma chère. Ouais. Allez, un dernier pour la route, parce qu'il cite nos grogneurs de rue. J'adore les films d'horreur, car j'aime bien avoir des frissons et me cacher derrière le canapé. On sait que c'est de la fiction, et rien que de la fiction. Les zombies n'existent pas. Qui pourrait croire le contraire ? Voilà, c'était Arthur, mon bon tutur. Ils ne mâchent pas leurs mots, en tout cas, ces petits galopins. Je vous renvoie donc en description d'épisode à cette page très sympa. En tout état de cause, il semblerait que les contes effrayants, d'autrefois pour les petits, avaient une valeur pédagogique importante pour les prévenir de périls réels ou imaginaires. Non, les loups ont très peu attaqué les hommes, et on pense plutôt justement à des chiens errants, parfois même des chiens élevés pour la guerre et abandonnés au cours des batailles, très féroces, qui croquaient le paysan comme à rien. Les histoires pour terrifier les jeunes filles, afin de les garder dans le giron du patriarcat, les mettaient en garde contre des menaces extérieures tapies au sein de bien innocentes forêts, alors que la grande majorité des risques encourus par ces donzelles sont plutôt du fait de leur environnement proche. De nos jours, depuis Goosebumps, alias Chair de Poule, ou son inspiration Fear Street, rue de la Peur, les films Ghostbusters dès 84 ont rendu pur divertissement la peur des légendes et monstres. Pour les filles, on a continué quand même à perpétuer l'usage des Scream Queens et autres victimes sacrificielles pour culpabiliser la gente féminine. Même si on se donne bonne conscience avec la résilience de l'héroïne dans les dernières minutes, alors qu'on lui a fait subir les pires outrages dans le reste du métrage. On a des exemples. Dans The Walking Dead, la femme de Rick se raccroche à son partenaire jusqu'à faire un enfant avec lui hors mariage. Ce pauvre personnage ne perdurera pas longtemps et subira la morsure libératrice. Pour Rick, pas pour Laurie. Mais heureusement, des scénaristes plus éclairés commencent à changer cela aussi. Bien, alors je suis ouvert au débat sur les réseaux sociaux Galaxy Pop ou sur notre Discord, où vous êtes discordialement invités pour converser sur toutes les diverses émissions du label. Ou même vous proposer nos projets, tout est dans la description. Bon, alors on va faire une pause parce que Podcastou, il fatigue, et après, la musique. Aujourd'hui, pas d'invité pour la chronique musicale, car un certain Marty of the Dead, qui m'avait promis une chronique, s'est retrouvé coincé dans un club de striptease sur la 11e avenue, et aux dernières nouvelles, il y est toujours. Pourtant, les croqueurs semblent plutôt partis vers le nord de la ville. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Nous allons écouter ensemble une OST, une bande originale, d'un film plutôt surprenant, qui a une drôle d'histoire et qui, comme bon nombre de films d'horreur des années 80, a accouché d'une ribambelle de suites parfaitement dispensables. Encore que le 2, pas si mal. Ouais. Évitez les 4 autres, voilà, il y en a eu 6. Nous parlons du mythique The Return of the Living Dead, de 1984. C'est une comédie gore et punk de Daniel Thomas O'Bannon. Eh oui, Dan O'Bannon, le fameux auteur du script d'Alien, de Tonnerre de Feu, et qui nous donnera plus tard les scénarios de Life Force et Total Recall. Dans ce film, Dan O'Bannon porte à l'écran un roman plutôt sérieux de John Russo, qui avait été écrit pour donner une suite à La Nuit des Morts Vivants. Mais il n'a pas été retenu par le maître Romero lui-même, et je pense qu'ils se sont un petit peu fâchés, monsieur Russo et monsieur Romero. Dan, si je peux me permettre, ce petit coquin a néanmoins voulu y mettre sa patte goguenarde et injecter au récit une bonne dose d'humour disruptif par rapport au genre encore englué dans le classicisme du zombie de Romero et de sa cohorte d'ersatz italien depuis 1978. Dans ce long métrage, les zombies
sont plutôt en pleine forme, ils deviennent durs à tuer et durs à cuire aussi. De plus, ils sont malins, gourmets, ils ne mangent que les cerveaux, comme dans la série iZombie, et plutôt bavards. Tous les ingrédients de la série B-Cheap sont réunis, mais ne lui assurèrent pas pour autant de sombrer dans le mépris. Il fit à sa sortie 3 fois plus de recettes que le 3e opus de George Romero sorti cette année-là, Le Jour des Morts Vivants. Mais là, j'ai l'impression que je suis encore en train de refaire la chronique ciné. Alors, on va passer plutôt à la musique. Oui. Alors, pourquoi c'est une comédie gore et punk? Bon, gore, vous savez pourquoi? Parce que du sang, des tripes, et du molar, voilà, et tout ça, c'est dégueu. On aime bien ça, mais surtout, il y a du punk. Le punk est passé par là. Bon, il était déjà mort. Bien, punk is dead. En tout cas, il s'est installé et le look notamment, la musique aussi, comme on va pouvoir l'écouter. Alors le look, c'est celui de la... Il y a un punk, un gars avec son cuir noir, machin, enfin c'est à l'américaine, hein, c'est... Voilà, il n'y a pas la classe anglaise. Mais par contre, on a une jeune punkette très jolie, qui d'ailleurs passe une bonne partie du long métrage un petit peu nue, voilà, bon. Ça rajoute peut-être à l'intérêt, le male gaze, mais elle est devenue une fameuse Scream Queen. Elle s'appelle Linnea Quigley. On se souviendra de ses cheveux oranges qui ont marqué la pop culture pour l'éternité. Alors punk pour la bande son, avare en musique, quelques nappes de synthé sous Carpenter, qui fleure bon le parodique, mais cette bande-son met en avant des groupes intéressants. Tout d'abord, nous allons écouter Party Time des 45 Grave, un groupe qui compose là l'hymne du film. C'est un groupe punk rock, encore actif de nos jours, formé en 1979 autour de la chanteuse Dinah Cancer. Écoutons ça tout de suite. T'as vu Podcast Tout, je lance ça vraiment comme un vrai DJ.
J'aime bien ce morceau, en apparence festif, mais ne vous y trompez pas. Ce qui va gâcher votre plaisir, c'est qu'il est question de dénonciation d'horribles crimes perpétrés sur des enfants dans cette chanson. Le sous-titre de la chanson, c'est The Story of Sabine. Vous devinerez que la pauvre petite ne subit rien de joyeux. Ça n'a pas empêché les covers, les reprises et l'utilisation du titre pour la promo du jeu Call of Duty Black Ops. Voilà, bon. C'est triste, hein, mais bon. L'OST me plaît vraiment parce que c'est du bon petit punk bien sympa et j'ai dans l'idée que Joss Whedon s'en est un petit peu aspiré pour son générique de Buffy contre les vampires. Dans l'esprit en tout cas. Hein. On va écouter un autre groupe plutôt attachant de New York cette fois-ci. 45 Grave était de Los Angeles. Les The Cramps, avec son noyau dur, Lux Interior, le dandy glam androgyne, et la guitariste Poison Ivy. Ils étaient passionnés de mauvais genre et ils ont dû être ravis de voir leur chanson Surfing Dead figurer au score de ce film. My favorite brain soup, cream of nowhere.
Si vous aimez ce genre un petit peu psychobilly, rock, garage, punk, en résonance avec vos films d'horreur et teintés d'humour, explorez donc la discographie des Cramps. L'OST me plaît bien car c'est du bon petit punk bien sympa et j'ai dans l'idée que Joss Whedon en a été influencé pour son générique de Buffy contre les vampires. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, podcast tout, c'est le moment de sortir Bub. Allez, Bub, c'est l'entraînement. Pas de couches pour bébé. Des conserves. Ouais, il comprend un peu quand même. Il a bien été capable d'aller au supermarché. Supermarché, conserve. Voilà. Allez, on ouvre la porte. Ah, qui que v'là? Salut les bolos. Ah oui, et poussez-vous, enfin, laissez passer Miss Taniguchi. Salut Bub. Vous faites quoi? On sort Bub pour qu'il s'entraîne à nous ramener les courses. Bub. Dites donc, ça faisait longtemps que vous étiez pas passé. Ouais. Survivre à l'apocalypse, patiner, chercher des scoops pour Dany, on s'occupe. Ça c'est chouette. Et vous nous ramenez des nouvelles d'un vaccin? Pas vraiment, mais j'ai un truc qui va te plaire. Ah, on va écouter ça. Arrêtez de bouger. Hé, vous là, arrêtez d'embêter ce cadavre. Vous inquiétez pas, mademoiselle, Il vous a encore rien fait. Je scotche le stylo à la main. Hop, le flyer du dernier festival s'inspire avant la fin du monde. En plus, c'était vrai. Et on signe. Voilà. Vous lui faites signer un autographe? Non mais ça va pas. Non, maintenant que j'ai mon autographe, plus besoin de m'accaber. C'était quelqu'un de célèbre? Ah bah oui, tu parles. C'est donc votre hobby? Chasseur d'autographes de zombies célèbres? Mon métier, vous voulez dire. Ma collecte va valoir des millions. Ah bon? Pensez-vous, j'ai les meilleurs. Carpenter Brut, Perturbator, James Kent, Toxic Avenger. Mais elle va bien ça, Simone? Disons... Les vrais amateurs vont se les arracher. Je vais pouvoir ouvrir mon propre club. J'ai écumé toute l'Europe, vous savez. J'ai même celui de C418. Je l'ai popé à Berlin. Le pauvre mâchouille sévère en plein mix. Tombé au champ d'honneur. Le seul que j'ai pas eu le cœur de terminer. Pourquoi vous les butez après? Les finir? Et mes autographes sont authentiques. Ils le resteront uniques après trépas pour de bon. Des collectors non reproductibles. Des pièces uniques, quoi. Exactement, ma petite dame. Vous avez un dernier mot pour les auditoristes de Zombie or Not Zombie? Oui, en attendant que j'ouvre mon club, vous serez tous invités, moyennant une boîte non périmée. Abonnez-vous à ma chaîne BenRessa85 et suivez mon émission Format Tape pour découvrir l'actu de la crème de la musique synthwave. Et pour me maintenir en forme d'ailleurs, je vous recommande l'album de Team Sweetwave, Agent of Sweet. Ah, c'était intéressant. Ouais, écoutez, servez-vous dans la réserve et puis à bientôt. Ouais, écoutez, comme toujours, Miss Taniguchi, c'est un vrai coup de vent, incroyable. Galaxy Pop. Et nous revoilà pour la chronique cinéma. Alors dans ce balado, nous ne parlerons pas de films très connus qui ont déjà fait la part belle d'autres podcasts très talentueux. Je ne vais pas marcher sur leur plate-bande, mais en plus, on va essayer d'aller sur hors des chemins, des sentiers battus. Comment? Ah oui, podcast tout, c'est une bonne idée. Oui, si je pourrais vous faire une réco de une recommandation des podcasts qui parlent de zombies ou de films de zombies, effectivement. Après tout, on craint pas la compétition, parce que ils sont peut-être déjà en train de tituber après leurs auditeuristes pour leur croquer les oreilles au moment où je vous parle, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin. Alors, tiens, vite une réco. Justement, un truc assez marrant, en tapant le nom de notre podcast sur l'internouille, je suis tombé sur effectivement un autre Zombie or Not Zombie. Mais ce n'est pas un podcast à part entière, c'est un replay de France Culture sur une des émissions, disons plutôt un épisode d'une série d'émissions. Il s'agit de LSD, la série documentaire, qui parlait de vampires. Donc il y a eu 4 épisodes. Ça s'appelle Obsession Vampire, La mort vivante, et donc l'épisode a été sous-titré Zombie or Not Zombie. Donc c'est le numéro 2 de la série qui en compte 4. C'est très intéressant, il y a pas mal de choses bien mises en situation sonore, avec des extraits de films, des extraits d'ambiance, tout ça, c'est pas mal. Et les intervenants sont assez intéressants. Ils proposent dans la première moitié de parler du vaudou, du zombie vaudou, avec des choses quand même un petit peu étonnantes. Là,
on a 2 ethnologues. J'ai trouvé quand même que ils accréditaient quand même la véracité de cette fameuse poudre qui transforme les gens sur des témoignages. Bon, voilà, j'avais quand même lu une très abondante littérature qui tendait à prouver que cette poudre était un peu mythique et que c'était un petit peu de la rigolade. Donc bon. Après, il parle de témoignages, hein, il parle pas de véracité scientifique. Je ne crois pas qu'ils n'ont assisté à une zombification. Il y a également un journaliste, spécialiste en effets spéciaux, un metteur en scène d'un spectacle Z et un comédien. Voilà, c'est très complet. Voilà, c'était ma réco podcast sur les zombies. Si j'en ai d'autres, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Donc, je reviens à ma chronique Cinoche, monsieur Podcastou. Mais merci encore pour cette petite suggestion. Allez, pédale. J'ai le plaisir de vous annoncer d'ailleurs, à l'occasion de cette chronique, donc c'est vraiment de l'actualité, le 13 prochain à 19h, il sera projeté sur le ciel nuageux de notre vaudeville de Podcast City le délicieux film The Odd Family. C'est une initiative de la généreuse équipe de passionnés du site de streaming Outbuster, un site français qui propose des films complètement bringue-zingue, des trucs un peu fous, de qualités diverses, mais c'est vraiment une proposition de SVOD de streaming très innovante. C'est présenté de façon très agréable, très rigolote, et on trouve des petites perles, notamment dans le cinéma asiatique, qui est des fois assez difficile à voir en dehors des festivals, parce que les festivals, il n'y en a plus beaucoup de nos jours à cause de cette foutue apocalypse. En tout cas, on vous recommande chaudement Outbuster, qui nous propose la diffusion originale de ce film et qui aura cette diffusion 2 intérêts primordiaux. D'abord, redonner une place à la culture et au divertissement en ces temps troublés de maudite apocalypse zombie, qui a scellé nos salles obscures pour un temps plutôt long, on ne sait pas, on verra. Mais aussi pour occuper nos affamés déambulants avec un spectacle de qualité, le temps qu'un membre de votre groupe puisse faire ses emplettes ou simplement un petit peu d'exercice à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont être obnubilés par le film, et comme ça, vous aurez un petit peu plus de place dans la rue. Alors, ce film coréen, film de Lee Min-jae, j'espère que je le prononce bien, mais je crois pas que mes ondes vont jusqu'en Corée, tout de même. Il date de 2019, il a pour titre anglais Zombie on Sale, ce qui vous donne un petit indice sur le contenu. On y verra un côté dans ce film Shaun of the Dead mélangé au genre family movie coréen avec une pincée de warm bodies. Pour toutes ces références, je les mets en description de l'épisode au cas où. Je vais pas vous raconter tous les films dont je parle parce que sinon ça va être très long. Le petit résumé, je choisis mes mots, vous avez remarqué. Une famille vit entièrement sur l'exploitation d'une modeste station essence près d'une toute petite ville de province apparemment très rurale. On y cultive d'ailleurs activement, intensément, le chou. Et ça a son importance dans le récit, vous verrez, quand vous regarderez le film, vous penserez à moi. Je vous avais prévenu. Par un beau matin, un jeune gringalet titubant fait irruption dans la petite bourgade et se retrouve recueilli malgré sa mise à garde et ses habits complètement tachés et déchirés par cette famille un petit peu folle qui vit dans la station-service. Dans la famille, ils ont tous des caractères un peu très clivants, très différents. La plus jeune fille se prend d'affection pour le nouveau venu. Voilà. Vous m'avez vu, le nouveau venu, hagard, titubant, et oui. Mais enfin, c'est un scénario très original qui réserve des surprises jusqu'à la toute fin dans le générique. Il faut vraiment regarder jusqu'au bout. On a des beaux moments de bravoure et il y a quand même des enjeux dramatiques. Mais tout ça, ça reste un feel-good movie à la coréenne, mais accessible pour l'occidental. Il y a toujours de l'emphase dans ce qu'ils font. C'est burlesque, voilà. Je cherchais le terme depuis un moment. C'est complètement burlesque. 조금만 기다려라. 오빠가 막 갈게. 이거야! 왜 여보! 잘좀 부탁해 엄마! 놈이야! 빨리 타! 빨리 타라고! 아니 이 눈깔이 왜 이래? 어디 을한테 눈깔을 부릅뜨가 이
괜찮아? 안 깨물린겨? 국민 여러분, 대한민국은 현재 원인 모를 바이러스의 공격을 받고 Pour le 13, préparez le popcorn et les chaises longues sur le toit de votre abri, avec un petit plaid aussi, parce qu'il fait frisquet. Et par contre, attendez la première morsure dans le long métrage pour envoyer votre responsable de pillage le temps que tous les traînards soient bien captés par le spectacle. Voilà, comme ça tout le monde est content. Bon, podcast tout. Il est où, Bob? Il est pas rentré? Non. Bon, alors attends, parce que y a nos invités qui sont arrivés. Regarde quand même où il est, là. Quoi? Dans la rue, il joue au foot? Fais voir. Ah ouais? Oh, ça c'est pas mal, ça. Mais c'est quoi? C'est pas un ballon? Bob, tu rentres tout de suite. Non mais, ça va pas de jouer avec la nourriture. Non mais, Bob, allez, mais tu oublies pas le panier. Bon, podcast tout, tu t'en charges. Moi je m'occupe de mes invités. Alors, à nous trois, les petits amis. Installez-vous, voilà. Eh bien, bienvenue, c'est sympa d'être passé à l'équipe de Mana et Plasma. Enfin, équipe réduite, on a Nausicaa du Mordor et Jérôme MLK+, notre barde, qui vont nous parler de leur première fois dans la culture zombie. Alors, qui commence? Ah, honneur aux dames. Nausicaa. Ouais. Moi, la première fois dans la culture zombie, en termes de livre, c'était un livre qui reprend tous les codes du zombie, mais sans qu'il y en ait un seul. Donc c'était Non-Stop de Frédéric Marx, qui a été récemment republié sous le nom de Les Marcheurs. Et en fait, c'est un roman où... Alors ça va spoiler un petit peu, mais c'est le résumé qui spoil, c'est pas moi. C'est un roman où, en fait, un jour, il y a un homme qui va prendre le métro. Il s'arrête une demi-seconde avant de prendre le métro, et il explose. Et on est du coup dans une paranoïa d'attaque terroriste et tout. C'est pas réellement la vérité, ce qui se passe c'est que cet homme s'est fait mettre un pacemaker qui explose dès que la personne s'arrête. Sauf que cet homme n'est pas seul à avoir fait ça. Il y a une épidémie de ce qu'ils appellent les Death Walkers, et on se retrouve dans une configuration où il y a les humains non atteints qui sont chez eux et qui essayent de vivre une vie normale en évitant les Death Walkers, et il y a les humains atteints qui sont chassés de la population, et en fait du coup il y a deux clans qui se mettent en place, forcément il y a des poursuites, il y a des gens qui attaquent d'autres, et en fait on a tous les codes vraiment du roman un peu... zombie survivaliste, un ouais, peu c'est post-apo. ça, survivaliste post-apo un peu, sauf que dedans il n'y a pas un seul zombie. Et j'avais beaucoup aimé Ah, c'est ça qui est fort. Ouais. J'avais beaucoup aimé ce roman pour ça. C'est du zombie inversé, c'est les humains qui sont les marcheurs. Et les humains qui sont les méchants aussi. Et dedans, il y a quelqu'un de très important aux États-Unis. Alors, faut penser à la date de la première publication, c'est 2012. Et il y a un président des États-Unis qui est directement concerné par ce roman. Et donc le roman est un peu marrant de ce côté-là parce qu'il y a quand même une dimension politique pro cette personne-là. Je veux pas spoil parce que c'est une surprise de le rencontrer, mais du coup ouais, il y a un côté un peu drôle. Le lire maintenant sans être dans les événements de ce qui s'est passé lors de la publication, ça doit être un peu décalé. Oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce qu'on se demande comment ils survivent, les gens qui sont obligés de marcher constamment. Il y a quand même pas mal de choses encore à découvrir dans la lecture de ce roman qui n'est pas d'ailleurs classifié comme du fantastique. Non, il est publié en édition. Forcément, c'est du roman noir thriller. Là et maintenant il a été republié chez La Mécanique Générale, alors je connais pas ce que c'est comme maison d'édition, mais dans une collection de romans noirs. Et la première édition que j'avais c'était Hachette Roman en Black Moon, donc pareil, roman noir jeunesse. Eh bien, et c'est parfait ça, dis donc, ça nous fait un petit peu de lecture, si on le trouve dans les bibliothèques, il y en a qui sont encore effondrés. Il est pas dur à trouver, ouais, je pense. Ouais. Il est en poche maintenant. Il va falloir. Voilà. Entre deux boîtes
2 boîtes de ragoût toutou, du papier toilette, et puis il n'y a plus qu'un roman à aller chercher, les amis. Le premier qui le trouve, il nous avertit, et puis on se le passe entre nous. Et Jérôme, donc vous avez vu chez Mana et Plasma, c'est pointu, on va direct sur la littérature, et on va essayer de faire ça plus souvent dans Zombie en Not Zombie. Alors Jérôme, c'est quoi ta première connexion avec l'univers zombie ? Ma première connexion, celle dont je vais parler, je suis pas sûr que ce soit la première parce que c'est compliqué de se souvenir, on va dire, de se rappeler de choses aussi lointaines. Mais si, j'ai quand même un souvenir, c'était, il y avait un dessin animé qui passait sur TF1 pour les petits le matin, ça s'appelait Hey Arnold. Genre fin des années 90 à peu près, peut-être que ça parlera à certains. Et il y a un épisode en particulier où il fait un cauchemar de lui et son meilleur pote qui deviennent vieux. Et il parle comme de vieux monsieur dans le bus. Et la caméra, enfin la caméra imaginaire, c'est un dessin animé. La caméra panote vers le fond du bus. Et là on voit son propre grand-père à lui, donc qui a vraiment théoriquement 200 ans, j'imagine. Et on le voit tout verdâtre en train de se marrer au fond du bus. Et si mes souvenirs sont exacts, à ce moment-là, sa mâchoire se décroche et tombe au sol ou quelque chose comme ça. À un moment, il m'a terrifié. T'es sûr que c'était un dessin animé pour enfants ? Ah mais oui, c'était vraiment un dessin animé pour enfants. Puis d'ailleurs c'était un dessin animé super cool, je me souviens. Ça remonte à ça remonte à 98, donc quelque chose comme ça, fin 90. T'étais tout petit. Ouais. J'étais pas vieux. Pour voir. Un enfant de la télé. Ouais. Après, il est pas du tout amené en tant que zombie. Hein. C'est juste qu'il est tout vert et que sa mâchoire se décroche. Donc théoriquement du zombie, et puis beaucoup trop vieux pour être vivant. Ouais, ça y ressemble quand même fortement. Et tu m'avais parlé des cartes Yu-Gi-Oh. Ça a dû toucher les jeunes, ça. Ah, ça c'est autre chose. Ouais, j'ai eu une petite période, cartes Yu-Gi-Oh. C'est l'heure du Et en effet, il y avait des cartes de type zombie justement, et puis les graphistes, mais à la manière des cartes Magic aussi. Hein. Ils ont des super artistes. Là, c'était fantasy, c'était des zombies fantasy. Et voilà, ouais, il y avait pas mal dans les illustrations des cartes, il y en avait qui valaient le détour, au niveau du zombie. Ah bah c'est cool. Ça me fait de la matière pour recreuser encore plus l'univers des enfantins qui est peuplé par les morts-vivants. Et ben merci beaucoup, cher représentant de Mana et Plasma. Alors je crois que, dis donc, malgré l'apocalypse, depuis toutes ces années, vous continuez encore à faire des épisodes. Alors là, chapeau les mecs. Chapeau les filles. Franchement, malgré... je crois qu'on a perdu personne. En plus, personne s'est fait croquer. Hein. Pour l'instant, personne. Ouais. Peut-être que ça va venir. Jusqu'ici, tout va bien. On a juste un... Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. C'est une morsure, ça va vite. Hein. Bah, c'est ça, quoi. Une morsure, une griffure, ça va très très vite. Faites bien attention à vous. Et puis, à très bientôt dans Zombie or Not Zombie. Et merci pour votre première fois. Ciao, les amis. Salut. Galaxy Pop.